tous ces gens qui m'avaient critiqué, qui me disaient c'est n'importe quoi, comment tu peux y croire, t'es pas une star, en plus t'es sourde, c'est impossible pour toi. Je leur avais fermé le clapet. Je sentais qu'enfin j'avais réussi. Bonjour, je m'appelle Adeline. Mon enfance n'a pas été facile, car j'étais un peu boulotte, pas toute fine, comme peuvent l'être la plupart des enfants. Beaucoup d'adultes m'en faisaient la remarque et me comparaient aux autres enfants. J'ai donc grandi avec ce traumatisme. J'ai déjà eu affaire à des épisodes de maltraitance envers mon corps. Je me suis rendu compte que tous ces événements m'avaient renfermée sur moi-même. En 2017, j'ai eu un cancer. Juste avant l'opération, j'étais alitée en attendant de me rendre au bloc. Un homme est venu me voir. Quelque chose que je n'oublierai jamais de ma vie s'est produit. J'étais très inquiète, est-ce que j'allais mourir, vivre, je ne savais pas. Cet homme m'a demandé si j'étais inquiète, angoissée. Je lui ai répondu que oui, ça n'allait pas du tout. Il m'a suggéré de penser à une chose qui me calmerait. Ne pense pas à une île, à la mer ou à tes enfants. Mais concentre-toi sur toi. Et uniquement toi. Tout de suite, j'ai pensé à la musculation que pratiquait ma tante. C'est la toute première pensée qui m'est venue. Enfant, ma grand-mère m'avait montré un magazine. Ça ne m'intéressait pas plus que ça, je devais avoir 7 ans. Sur une page, j'ai pointé du doigt une femme que je trouvais belle. Surprise, c'était ma tante. J'ai demandé pourquoi elle était dans ce magazine. J'ai appris qu'elle avait été championne d'Europe. Quand j'ai demandé pourquoi, comment elle pratiquait la musculation, ma grand-mère m'a répondu qu'elle devait s'entraîner, faire attention à son alimentation, etc. Ensuite, elle défilait en bikini sur scène. J'étais pleine d'admiration pour elle. L'homme m'a demandé « C'est bon, vous avez trouvé ?» Je lui ai dit oui, et que je me sentais beaucoup mieux. Une fois l'opération terminée, j'ai réalisé que je devais m'y mettre, immédiatement, pour prouver à tous que j'en étais capable. En 2018, je me suis inscrite dans une salle de fitness dite classique. Une fois sur place, j'ai détesté. Certes, il y avait du matériel d'entraînement, mais je trouvais ça trop simple, trop doux. Il y avait de quoi se donner à fond et suer, oui, mais j'avais besoin de compétition, de pouvoir montrer mon corps sculpté, poser sur scène, me faisait envie. J'ai discuté de mon besoin de compétition à une coach. Elle a tenté de m'en dissuader en me disant que c'était affreux, super cher, réservé aux hommes. Ça ne m'a pas découragée. J'ai fait des recherches et je suis tombée sur un entendant qui faisait de la compétition. Je l'ai immédiatement contacté. Il m'a répondu qu'en premier, il ferait une sélection. Car la compétition n'est pas un jeu. Pour faire de la compétition, il faut être passionné et prête à faire des sacrifices. Quand je l'ai informé de ma surdité, il m'a tout de suite prise. Parce qu'une personne sourde, c'est atypique. J'étais trop heureuse. Je l'ai tellement remercié. C'est un avantage d'être sourde. La compétition demande beaucoup de sacrifices physiques. Ça se passe en 3 étapes. La première étape consiste à manger en grande quantité. La deuxième, appelée sèche, consiste à perdre du poids pour ne garder que le muscle. La troisième, c'est la pire. Elle commence 1 semaine avant la compétition. On mange drastiquement moins et on boit énormément d'eau. Le bodybuilding consiste à montrer son corps. Il faut aussi montrer son corps dans un numéro de posing qu'on doit nous-mêmes inventer. C'est un travail difficile qui demande beaucoup de technique et d'exactitude dans les poses. On doit également user de notre charme pour conquérir le public. Tous ces éléments sont essentiels. Le jour de la compétition, le défilé s'est bien passé. Mais le souci, c'est que je suis sourde. Et là, je dois vraiment remercier mon coach, qui a été d'une aide précieuse. Il avait conscience que j'étais la seule sourde
et qu'il s'agissait de ma première fois. Ça a été affreux avant de passer sur scène, parce que j'avais mal compris qu'il fallait prendre un numéro pour être identifié sur scène par le jury. Je savais qu'il fallait prendre un numéro, mais j'étais confuse, sûrement à cause de la fatigue. Quand on m'a contrôlée avant mon passage, ça a été l'affolement, car je n'avais pas de numéro. J'étais fatiguée, j'ai dû courir à l'étage, les jambes flageolantes sur mes talons aiguilles pour le récupérer. Le coach m'a accroché le numéro et m'a poussée sur scène. Je me sentais perdue, confuse, mais j'ai défilé. L'association a été super. Ils avaient prévu des aménagements pour moi. Par exemple, lorsque je faisais des pauses, je me positionnais par rapport aux autres candidates en suivant du regard le présentateur pour me caler sur son rythme et me tourner lorsqu'il passait devant moi. Ça s'est fait naturellement et ça s'est super bien passé. Enfin, je m'ouvrais. Avant la compétition, j'étais angoissée, j'avais un stress énorme. Mais une fois sur scène, tout a été oublié. Une fois le défilé terminé, on est revenu sur scène pour la remise des prix. Toutes les candidates étaient présentes. On a applaudi pour la 6e place. Mes yeux allaient dans tous les sens pour voir qui était appelé. Oh, je pensais que je serais 4e. C'était inenvisageable d'être sur le podium. Une fois le nom de la 4e candidate appelé, je ne pouvais pas croire que j'allais être sur le podium. Je me disais que j'étais forcément en 3e place. Au final, il ne restait qu'une seule candidate et moi. J'étais toute excitée, j'avais envie de pleurer. En face de moi, ma famille, mon frère, mon compagnon, mes 2 enfants et aussi mes parents. Tous étaient fébriles. Je voyais l'excitation dans leurs yeux, mais je ne voulais pas qu'on se réjouisse trop vite. J'étais super angoissée. La 2e place, ça serait déjà très bien. Le présentateur m'a touché l'épaule pour m'annoncer que j'étais première. J'étais première. Toute l'attention est partie. Quand je suis montée sur le podium, la première chose qui m'est venue, c'est la fierté d'être capable. Tous ces gens qui m'avaient critiqué, qui me disaient c'est n'importe quoi, comment tu peux y croire, t'es pas une star, en plus t'es sourde, c'est impossible pour toi. Je leur avais fermé le clapet. Je sentais qu'enfin j'avais réussi. C'était une journée magnifique. La compétition, c'était il y a 1 an. Récemment, j'ai dû me faire opérer pour un problème bénin à la poitrine. Ça va beaucoup mieux. En ce moment, je reprends les entraînements avec pour objectif ma santé et la reprise de muscles. Mon prochain objectif, c'est la compétition au niveau européen, donc une difficulté un cran dessus. Beaucoup d'athlètes sont considérés comme des salopes ou des femmes qui veulent juste exhiber leur corps. Alors que ce qu'on aime, c'est l'art corporel et non l'exhibitionnisme. Je suis pourtant très pudique, mais de mon point de vue, c'est une question d'esthétisme et d'art du corps. Mon corps n'est pas quelque chose de ludique, mais un support artistique. C'est un peu comme l'esthétisme des statues grecques qu'on essaie de reproduire en sculptant notre propre corps. Le but n'est pas de montrer nos fesses, nos seins, dans une recherche de sexualisation du corps. Pas du tout. Les femmes ont le droit de se sentir belles. Il y a des femmes qui se laissent pousser les poils aux jambes ou aux aisselles. Des femmes aux cheveux courts. C'est leur droit. Et c'est pas toujours évident de gérer cette image que l'on renvoie. Le harcèlement que j'ai subi m'a aussi rendue plus forte. J'ai essayé de passer outre. Si des femmes ont envie d'être musclées ou plus fortes, qu'elles y aillent. La porte est ouverte à tout le monde.